à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux écrans dans la vie de famille. Comment trouver un équilibre? J'avais déjà fait une vidéo sur les écrans, mais là je pousse un plus loin ce thème-là. Parce que souvent, on se dit oui, mais alors du coup les écrans, on est envahi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais on a notre enfant qui est un peu esclave des écrans, comment faire? Mais est-ce que se passer des écrans, c'est possible et surtout c'est souhaitable? Voilà, il y a plein de choses du coup on va essayer de creuser et surtout comment faire pour avoir une vie de famille équilibrée avec les écrans. Alors, je commence déjà par les écrans, ce que peut apporter, les écrans et parce qu'il y a énormément d'écrans, en fait, on dit écran comme une boîte magique, mais tous les écrans ne se ressemblent pas, et donc vraiment, je pense qu'il est essentiel de comprendre ce que nos enfants regardent réellement et pourquoi. Ah moi, j'ai distingué 4 catégories d'usage. Le côté ludique avec les jeux vidéo, les applications amusantes et cetera, où là, on se dit: «Oui, mais bon, il fait rien à ce moment-là». C'est pas à ce moment-là que, par exemple, il va réviser ses tables de multiplication, et cetera. Sauf que du coup, on va développer la motricité fine et la résolution de problèmes si, bien sûr, c'est encadré. C'est sûr que s'il y joue 10 heures dans la journée, un samedi ou un dimanche, là, ça va être compliqué. Mais à petite dose et même potentiellement régulièrement, hein, ça va développer vraiment cette motricité fine et hem, on le voit, hein, des élèves qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, en tout cas qui jouent modérément aux jeux vidéo, on va le dire comme ça, heu, en mathématiques sont bien meilleurs parce que la résolution de problèmes est déjà travaillée en amont. Il y a le côté éducatif aussi, au niveau des écrans, donc il y a tout ce qui est documentaire, les applications d'apprentissage, réviser les tables, apprendre les lettres de l'alphabet et cetera. Tout ce qui est visite virtuelle de musée ou visite virtuelle de ville et cetera. Hem, donc ça, c'est un levier puissant, au niveau cognitif, hein, quand le contenu est bien sûr choisi avec soin. Forcément, si, les applications d'apprentissage sont un peu bancales ou si les documentaires sont un peu, comment dire? Pas sourcés, mais au final, c'est un peu le tout venant qui parle, donc là, ça va être compliqué. Après, il y a tout ce qui est, écran, mais pour le côté social. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, les messageries, les appels vidéo. Donc on critique beaucoup les réseaux sociaux, je sais pas, je vais pas me prononcer si c'est à juste titre ou pas. Il y a des méfaits, hein, dans les réseaux sociaux, il y a des problèmes dans les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est aussi lié à l'âge et parce que du coup, on peut pas accéder aux réseaux sociaux selon, heu, enfin, hem, à tous les âges en fait, hein, sinon ça va être compliqué sur la compréhension et cetera et je vais y revenir là-dessus. Mais quand même, ça continue enfin, ça permet de maintenir un lien, heu, avec autrui. On peut se dire: «Oui, mais sans les réseaux sociaux, comment on a fait avant?» C'est vrai, on maintenait le lien quand même, mais c'est un outil supplémentaire qui maintient le lien. On peut pas jeter, l on peut pas jeter l'eau du bain avec bébé, hein, ça veut pas dire qu'on l'avait pas avant, que ça veut dire que c'est forcément nul. Au contraire, du coup, ça peut maintenir un lien mais j'ai envie de dire même utilisé à bon escient, ça peut être vraiment très efficace et on peut beaucoup plus se développer au niveau des capacités et des compétences, hem, socio-émotionnelles, j'ai envie de dire. Mais par contre, voilà, ça nécessite une supervision accrue à l'adolescence. Heu et ça c'est très, très important parce que sans supervision, là, c'est là où on a un gros problème sur les réseaux sociaux. Et après, bien sûr, il y a les écrans au niveau passif, tout ce qui est vidéo à la demande, la télévision, les navigations sans but, hein, que on a fait quand on était jeune et qu'on fait sans doute toujours, qui est le plus consommé, bien sûr, mais c'est souvent le moins enrichissant, hem, mais qui peut être nécessaire aussi pour un temps de pause.
Voilà, ou un temps d'évasion. Maintenant, c'est sûr que si c'est un temps d'évasion de 3 4 heures, là, ça va être compliqué, mais voilà, c'est possible selon de se regarder une petite série et de s'évader un peu du quotidien ou de s'évader d'autres choses, ou même parce que une série ou un film euh, fait réfléchir aussi. Et donc là aussi, on est tout dans la discussion après derrière en disant, mais est-ce que du coup on peut en parler de cette série ou est-ce qu'on peut parler de ce film avec son enfant? Et donc ça permet de développer aussi donc le cerveau de notre enfant en lien avec ça. Alors, le temps d'écran. Alors, le temps d'écran, j'ai essayé de prendre appui sur les principales sociétés de pédiatrie et j'ai pris en compte aussi le 3-6-9-12 que certains connaissent sans doute et que j'ai déjà parlé dans une ou deux autres vidéos sur quoi interdire ou en tout cas quoi limiter, même si dans cette chaîne on n'interdit pas, mais c'est juste des conseils. Voilà. Alors, il y a des âges. Alors, il n'y a pas des âges pour dire, bon, mais euh, on a choisi ces âges arbitrairement, à l'image des jeux vidéo où il y a un PEGI, c'est-à-dire où il y a des âges limites. C'est pas choisi arbitrairement, c'est que c'est lié par rapport au stade de développement de l'enfant, notamment au stade de développement du cerveau. Alors, moins de 3 ans, moi, pour moi, ça serait plutôt d'interdire, mais là, je vais plutôt dire éviter autant que possible. Bon, bien sûr, seule exception, les appels vidéo familiaux, qui là préservent le lien affectif avec, du coup, avec les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, etc. Donc ça, pourquoi pas. À partir de 3 ans, de 3 à 6, euh, moi, je serais plus sur maximum 1 heure par semaine, mais euh, en tout cas, 1 heure par jour, ça peut être pas mal. 1 heure mais maximum, mais moins d'1 heure par jour, hein, vraiment moins d'1 heure par jour pour 3 6 ans. Par contre, toujours avec supervision parentale, donc c'est-à-dire, si vous pouvez regarder avec votre enfant, ça serait idéal. Euh, ou si vous pouvez pas, en tout cas, par exemple, vous êtes en train de cuisiner. Ben, du coup, vous cuisinez à côté de lui, si vous avez la chance d'avoir une cuisine ouverte, par exemple, où vous regardez ce qu'il voit, en fait. Et donc, c'est deux choses. Ça contrôle un peu ce qu'il regarde, mais aussi ça permet aussi d'en parler après. Et ça, c'est toujours positif d'en parler parce qu'il y a un rapprochement avec le parent, mais il y a aussi euh, des choses qui se sont passées dans le dessin animé, la série, le film qui n'ont peut-être pas été compris ou mal compris et qui potentiellement créeraient des, des, des quiproquos ou qui créeraient aussi des cauchemars parce que non compris. Alors là, le fait de verbaliser, et donc ça permet aussi de verbaliser des choses, et donc de travailler sur les émotions et de travailler sur l'aspect cognitif et notamment au niveau des mots. Voilà. Donc privilégier les contenus interactifs, et adaptés à l'âge. Donc notamment, parce que quand je dis 1 heure par jour, c'est pas 1 heure par jour de série, ça peut être, 5-10 minutes, ou un quart d'heure de petits dessins animés. Il y a des dessins animés, de 0-3, heu, ou même il y a 0-3 et 6 d'ailleurs, où, justement c'est du 7-10 minutes. Voilà, donc un ou 2 épisodes, ça peut être pas mal. Et puis après, si on veut se développer sur les lettres, on veut se développer sur les nombres, etc., ben, du coup, on peut très bien prendre ça. Voilà. Et donc on peut faire ça. Et puis après, on peut regarder un petit documentaire sur les animaux, notamment les enfants de cet âge-là aiment bien aussi regarder des documentaires sur les lions, les tigres, les chats, etc. Donc ça peut être sympa. Par contre, éviter les consoles de jeux personnelles. Parce que alors, consoles de jeux familiales, pourquoi pas, et encore, 3-6 ans, je trouve que c'est un peu tôt, mais pourquoi pas, mais éviter les consoles de jeux personnelles parce que là, on rentre dans un
grand âge où le jeu est très important à cet âge-là et donc l'interdiction de console une fois que du coup la console est présente et est personnelle est source de conflit et c'est compliqué parce que on se dit ben, on va y jouer 5 minutes mais 5 minutes pour un enfant de 3 6 ans c'est compliqué de d'avoir cette notion de temps et donc même si vous posez à plat en disant ben, moi je suis le garant du temps et donc je dis que c'est 5 minutes ça sera 5 minutes il va y avoir énormément de frustration parce que 5 minutes ne sera pas vraiment compris. Donc moi voilà, j'éviterai les consoles de jeux personnelles à ce moment-là. 6-12 ans, maximum 1 heure et demie à 2 heures par jour. À nouveau, je répète, tout, tout confondu, hein, tout écran confondu. Voilà, là aussi de varier les types de contenus, c'est pas 1 heure et demie, 2 heures devant la télé, clairement, mais c'est varier les types de contenus et potentiellement encourager le partage en famille, notamment sur des applications. Il y a des applications, familiales, de on qui peut être pas mal. Il peut y avoir des jeux en numérique, où on peut faire à 2. Il peut y avoir donc, voilà des séries qu'on peut regarder ensemble, des dessins animés qu'on peut regarder ensemble, voilà, donc ça c'est bien. Alors parce qu'il y a 2 âges qui sont importants, c'est éviter d'aller sur internet avant 9 ans, même accompagné, et éviter d'aller sur internet seul avant 12 ans. Alors ça, pourquoi? Parce que certains me disent, parce que je le disais à certaines personnes, et certaines me disent: «Oui, mais pourquoi, si c'est accompagné avant 9 ans?» En fait, hem, vers la 7e ou la 8e année, et puis ça va dépendre des enfants, des fois c'est même à la 9e ou à la 10e, d'où pourquoi je dis 9 ans, comme ça on est sur une moyenne. Hem, on va, en fait, ils vont commencer à distinguer espace intime et espace public et la notion de point de vue. Or, ces distinctions et cette notion de point de vue euh, sont fondamentales pour apprendre Internet et pour comprendre Internet. Quand je dis distinction entre espace intime et espace public, euh, c'est que euh, ils ne vont pas, en tout cas avant la 7e ou avant la 8e année, ils ne vont pas comprendre la différence qu'il y a entre espace intime et espace public. Or, c'est très important au niveau d'Internet, hein, de savoir ce qu'on peut mettre, ce que l'on ne peut pas mettre sur Internet, ce que l'on peut divulguer ou pas. Euh, et donc ça, c'est le caractère fondamental, en fait, finalement, dans ce que nous, on peut inscrire sur Internet. Et la notion de point de vue, qui est aussi vers la 7e et 8e année, où l'enfant l'acquiert, c'est euh, c'est finalement comprendre que sur un même sujet, plusieurs personnes peuvent avoir des points de vue différents. Or, ne le comprenant pas ça, beh, forcément ça va être très compliqué après derrière de pas surréagir, de pas avoir une incompréhension face à ce qui l'entoure sur internet et cetera. Donc voilà, il y a des choses, voilà, qui sont assez importantes. 12-15 ans, bon jusqu'à 2 heures par jour, là, pour moi on est vraiment sur le maximum, hein, 2 heures par jour vraiment, voilà. Avec une discussion régulière sur les contenus consultés, les usages sur les réseaux sociaux, parce que là on est sur quelque chose où on peut, sur des enfants qui peuvent construire du coup leur pensée, qui peuvent expliquer beaucoup plus de façon poussée et du coup qui vont se construire en tant que futurs adultes et en tant que citoyens. Alors, ces repères sont des guides, mais en fait, ça permet aussi de cibler, si vous voulez, euh, et de permettre comme ça de préserver le sommeil, l'activité physique et les interactions sociales réelles, qui sont autant d'éléments essentiels au développement de l'enfant. Donc, certes, il y a les écrans, mais il y a aussi le reste. Il y a le sommeil, l'activité physique, le travail, c'est-à-dire le devoir à la maison, etc., les interactions avec les parents, les grands-parents, etc. Et tout ça, c'est tout ça qui va construire l'enfant. Donc c'est pour ça que forcément, si on y est pendant 4 heures, mais, sachant que par exemple, ils ont passé 7-8 heures à l'école, euh, et au niveau du sommeil, ben, du coup, c'est un peu incompressible. Il reste très peu de place pour l'activité physique, les interactions réelles. Voilà. D'où pourquoi on a ces recommandations, en tout cas en lien avec ces âges. Alors, le constat, il y a un constat. Alors, le constat euh, que je vais dire, c'est pas un jugement, hein.
parce qu'on l'a, je pense, plus ou moins tous fait, mais, mais mais on peut observer, ce qui se passe parce que, bon, je le dis, on a 66% des parents qui utilisent les écrans pour occuper leurs enfants. Ça, c'est une étude IFOP, hein, et qui disent avouer, hein, en fait, utiliser les écrans comme solution faute de mieux pour occuper leur enfant, notamment lors du travail ou des tâches domestiques. Et c'est un réflexe, voilà, compréhensible, mais je pense qu'il y a à questionner, euh, et à réfléchir, sur ce que l'on peut faire, et puis vraiment prendre conscience de ce réflexe, c'est déjà un premier pas, je pense, vers un usage un peu plus intentionnel. 67%, donc là on est vraiment dans les deux tiers, hein, dans les deux cas, des 8-15 ans possèdent un smartphone. 8-15 ans, hein, je dis pas au niveau du lycée, hein, 8-15 ans, donc on est élémentaire collège. Et 47% ont un ordinateur, donc ont un ordinateur, pas un ordinateur à la maison, ont un ordinateur personnel. Donc dans les 8-15 ans. En prenant appui, en disant oui, mais au moins ils pourront faire le travail pour aller sur le NT, école directe, etc. Et ça, euh, ça part toujours de toute façon d'une bonne volonté. En tant que parent, de toute façon, on veut le mieux pour nos enfants. Ça part toujours d'une bonne volonté. Et des fois, ça peut être vraiment très, très contre-productif. Donc, à questionner. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un contrat familial sur les écrans, un peu comme le contrat sur les tâches ménagères. D'ailleurs, je reviendrai sur une vidéo sur les tâches et la parentalité et puis l'autonomie par rapport aux tâches. Euh, Ce contrat, alors, c'est un contrat qui ne sont pas des règles qui sont imposées par les parents, et ben, on applique et puis voilà. Non, il faut que ça soit un contrat co-construit, euh, euh, où il y a un cadre clair, qu'il faut qu'il soit accepté par les deux parties et respecté par tous les membres de la famille. Par tous les membres de la famille, hein, je répète bien. Parce que du coup, si on se dit oui, mais moi je suis adulte, donc là ça va être compliqué parce que euh, un enfant va toujours essayer de se montrer plus grand qu'il est et voudra être plus grand qu'il est. Donc du coup, va défier cette règle en disant mais c'est parce que toi tu m'en sens pas capable ou parce que je suis à tes yeux moins grand, etc. Donc je vais m'affranchir de cette règle, je vais le faire. Donc c'est toujours compliqué tu verras quand tu seras plus grand ou moi je suis grand donc je peux. Voilà. Donc l'idéal, bien sûr, parce que des fois on a des métiers où il faut répondre, et donc forcément ça va être compliqué. Mais ça aussi, c'est à en discuter avec l'enfant. Quand c'est par rapport à un travail, par rapport à un boulot, c'est beaucoup plus accepté à dire: ben oui, c'est normal, c'est par rapport au travail, c'est pas maman ou papa qui prennent leur portable pour jouer à Candy Crush, par exemple. Voilà. Donc, pour moi, au niveau du contrat, euh, il faut déjà commencer par une discussion ouverte, hein, où on parle ensemble des avantages et des inconvénients des écrans pour chacun. Mais on écoute sans juger par les deux parties. Alors, vous, là, êtes adulte, donc c'est vous qui allez surtout pas juger. Votre enfant, bon, potentiellement, il pourra juger, mais vous, en tant qu'adulte, ça sera mieux. Il faut que vous définissiez les moments, quand et où les écrans sont autorisés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pas pendant les repas, pas dans les chambres de la nuit, etc. Donc ça, c'est des règles qu'on peut mettre en place et euh, on peut faire comprendre à l'enfant pourquoi. Pas pendant les repas, pour qu'il y ait une interaction réelle avec les parents, pour qu'on discute, etc. Pas pendant les chambres la nuit, mais parce que du coup, ça peut nous réveiller, ça peut empêcher notre sommeil, ça peut, euh, ça peut faire plein de choses. Et en fait, il y a des choses donc qui peuvent être vraiment, enfin, qui seront comprises forcément par l'enfant. C'est les durées. Établir des limites de temps quotidiennes ou hebdomadaires, adaptées à chaque âge. Euh, donc voilà, les limites de temps. Alors je pense au portable notamment. Il y a des contrôles parentaux où on peut limiter le temps. Alors je sais que en plus c'est dans le vent en ce moment, il y en a qui font payer, des enfants qui font payer ou des tutos sur YouTube pour déjouer certains contrôles parentaux. Alors, il y a certains contrôles parentaux où on peut changer très très régulièrement
le mot de passe et du coup, moi, je le conseille de changer au moins leur mot de passe une fois par semaine comme ça. Au moins on déjoue un peu certaines choses. Maintenant, bien sûr, on peut pas déjouer tout, mais je pense que, c'est comme tout. Ça veut pas dire que le contrôle parental ne peut pas fonctionner tout le temps parce qu'il y aura des failles, qu'il faut se dire: «Bon, mais je prends aucun contrôle parental» et là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y aura plus que des failles. Voilà, bon. Mais bon, ça, c'est à vous de voir, il faut pas je pousse pas au contrôle parental, mais d'établir des limites de temps quotidien ou hebdomadaire, ça peut être pas mal, voilà et assez respecté. Choisir les contenus, privilégier les usages éducatifs, créatifs et sociaux de qualité plutôt que la consommation passive et ça, d'en parler. Pourquoi? Sans, non plus, discriminer, la consommation passive en disant: «Mais ça c'est nul», non, non, il y a rien qui est nul. Surtout qu'en plus si c'est le goût de l'enfant, il regarde sa petite série, il regarde son petit dessin animé, c'est pas nul. Mais donc voilà, se dire: «Bon OK, mais tu regardes ça et tu as raison, ça te plaît tout ça. Pense aussi à regarder autre chose dans tes 2 heures ou dans ton 1 heure et demie ou dans tes heures là, pour que du coup tu puisses développer ton cerveau et que ton cerveau en gros ne ramollisse pas» et valider ensemble, donc s'assurer que chacun comprend les règles et s'engage à les respecter. On signe et on affiche le contrat. Voilà. Ça peut être assez idéal. Voilà. Euh, donc, on est d'accord que le contrat familial se construit dans la discussion, le respect mutuel et la créativité. Euh, et donc, on a une promesse, en fait, que l'on réalise en même temps dans la famille. Donc, Heu, moi, un conseil, c'est vraiment de l'afficher, le contrat, dans un endroit visible de la maison pour rappeler les engagements au quotidien. Pensez à le réévaluer. Alors, j'ai mis tous les trimestres parce que c'est assez contraignant chaque semaine ou chaque mois. Mais si vous débutez sur ce contrat, moi, je conseille quand même, au pour la première fois, de réévaluer au bout de la première semaine, après au bout d'un mois, et puis après au bout d'un trimestre, et après par contre, de réévaluer tous les trimestres, pas chaque année. Parce que, vraiment les besoins évoluent avec l'âge et les saisons aussi, donc il faut quand même recalibrer, voilà. Il y a des choses qui vont pas, qui sont de l'incompressible, par exemple le 1 heure et demie ou 2 heures, si en plus on est sur le segment d'âge, qui correspond, bien sûr, mais il y a d'autres choses donc que vous avez mis dans le contrat qui pourraient être réévaluées. Et après de célébrer, c'est-à-dire vraiment de reconnaître les efforts de chacun, parce que un contrat bien respecté mérite d'être célébré en famille. Je ne l'ai pas dit, mais tout le contrat que l'on a dit avec fixer les durées, choisir les contenus, etc., c'est valable aussi pour les adultes. Donc c'est vraiment l'ensemble, enfants plus adultes. Un conseil clé aussi, c'est de planifier un jour sans écran ensemble. Alors, je sais que certains adultes, c'est un peu compliqué, donc on peut très bien faire un jour sans écran par mois. Dans l'idéal, c'est vrai que moi, je préférerais de faire un jour, sans écran par semaine, souvent le dimanche, parce que le dimanche, c'est un moment, creux et au moins vous, vous êtes en pleine déconnexion aussi numérique, hein, où au final, vous vous ressourcez plutôt que d'être sur le qui-vive tout le temps avec le portable parce qu'il y a un mail de votre patron, un mail d'un de vos collègues. Donc là aussi, il y a une déconnexion, on choisit, bah, voilà, on se dit: «Beh, tous les dimanches, déconnexion complète» et on implique vraiment tous les membres de la famille, parents compris, comme je dis. Voilà, et ça va être, bien parce que ça va permettre de se reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire aux autres, à la nature et, le meilleur pour la fin, à soi-même. Et donc ça va permettre de redécouvrir d'autres plaisirs, des choses que on ne connaît pas bien parce on a l'habitude des écrans, on a l'habitude de ça, mais on n'a pas exploité d'autres choses. Or ça, va être très important pour le développement cognitif, ça va être énormément important pour le développement pour, un futur métier. Donc des idées, parce que, le tout, c'est pas de se dire un dimanche sans écran et puis en fait, finalement, on va les amener au musée, on va les amener à là et là et puis en fait, ça coûte de l'argent tout ça. Non, on peut très bien faire quelque chose qui n'est pas, hem, qui est gratuit, voilà, tout en faisant sans écran. Par exemple, jeux de société en famille. Jeux de société en famille, sans doute ou peut-être vous en avez, si vous en avez pas, la plupart des médias
des médiathèques de ville ont maintenant des ludothèques, donc c'est-à-dire ont des jeux de société en prêt. Voilà, ça va être pas mal. On peut se prendre deux ou trois jeux de société, on tourne sur ces trois jeux de société, selon après la ville où vous êtes au niveau des médiathèques. Mais renseignez-vous sur les médiathèques des villes proches de vous, même si vous êtes un village. Euh, vous y avez accès et des fois on nous prête pendant 3 semaines ou pendant un mois ou pendant 2 semaines, ça va dépendre des villes finalement, où on peut prêter donc des livres, de la musique, des CD, DVD, ou même des, jeux de société. Après, il y a les sorties nature, randonnée, pique-nique. Là, alors là, en ce moment, on est au printemps, donc du coup, ça s'y prête encore plus. Mais même sans s'y prêter, on peut très bien faire une sortie nature dans les bois, même s'il pleut, si on se couvre bien, etc. Alors, c'est sûr que s'il fait très froid, il y aura un peu de flemme de faire ça, mais ça peut être pas mal. Voilà, de faire une sortie comme ça, nature, qui ne coûte pas grand-chose, parce que des fois on a des parcs à proximité. On ne demande pas d'aller dans une forêt qui est située à 50 kilomètres. Mais en tout cas, quelque chose qui est proche, c'est totalement possible. Cuisine et pâtisserie ensemble, parce que au niveau de la cuisine, je pense que tout le monde cuisine minimum, ou même si c'est juste pour faire cuire rester caché, ça peut être pas mal de l'impliquer à ce moment-là et de créer un moment de connexion avec son enfant dans la cuisine ou même la pâtisserie. On se fait un 4 quarts, on se fait un petit gâteau yaourt. Ils aiment patouiller un petit peu quand ils sont enfants et puis quand ils sont très très jeunes d'ailleurs, et puis après quand ils sont dans la préadolescence ou même l'adolescence, ils aiment aussi se développer dans des compétences et notamment se dire: «Ah ben je vais apprendre à faire ça, je vais apprendre à faire des crêpes, beh, je pourrais en faire quand, vous irez pas bien ou je pourrais en faire avec des copains, je pourrais en amener à l'école». Voilà, donc des choses de ce style-là qui peut être pas mal. Après, il y a tout ce qui est lecture, dessin, bricolage créatif. Bricolage créatif, c'est simple, hein, on tape sur Google, bricolage créatif. On en trouve énormément et à tout âge. Il suffit de mettre bricolage créatif pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. On en a énormément qui se fait souvent avec du papier, du carton, de la gouache, qui nécessite pas énormément d'investissement, hein. Notamment, il y a des enseignes dont je tairai le nom parce que je ne vais pas faire de publicité, qui vendent du coup des, 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 des éléments pour enfants à très bas prix. Voilà, donc du coup, ça c'est totalement faisable. Lecture, on a la médiathèque toujours pareil, hein. Bon, je sais que je suis dans une ville où on peut emprunter 10 livres, enfin non, 10 documents en tout, donc tout cumulé, c'est-à-dire livres, CD, DVD, etc. Mais du coup, on peut avoir des villes ou des villages où ils prêtent 3, 4 livres, et ben c'est très bien. Et on lit ensemble, ou on partage quelque chose ensemble, ou on fait un moment de 2 heures de lecture. Soit sur le canapé côte à côte avec une petite musique douce, soit voilà. Et là, on n'a pas dépensé grand-chose. Le dessin, il suffit de prendre une feuille, de prendre des stylos, et du coup, il dessine. S'il dessine pas avec des crayons de couleur parce ils en ont pas, parce que du coup, on n'a pas pu en acheter, même avec un bic que vous avez, ils arriveront à dessiner, hein. Donc c'est très bien, hein. C'est comme nous, je pense à l'époque, quand on n'avait pas de ballon pour jouer au foot, on prenait quelque chose qui ressemblait à un ballon et, et dans la nature et on joue au foot. Donc là, c'est plus ou moins la même chose, quoi. Et après, il y a tout ce qui est discussion, jeux de mots, storytelling. Ça, c'est très bien, le jeu de mots, ne serait-ce que le bac, le petit bac, et des choses comme ça, qui est pas mal parce que il y a un développement cognitif et puis en plus, il y a un moment où on rigole tous ensemble par rapport à tout ça. Voilà. Donc il y a plein de choses, voilà, un peu quand même pour faire ça peut faire tout, hein. On peut faire tout, hein, là-dessus, mais et où on a un développement et surtout une relation avec son enfant qui est privilégiée. Voilà. Donc, euh, voilà, un message essentiel que j'ai voulu aussi montrer dans cette vidéo en début, mais après j'en avais parlé surtout en début, c'est que le problème, c'est pas la technologie en fait. C'est pas ça le problème. Parce que souvent, on parle même d'IA, on parle de tout ça en disant que c'est ça qui est le problème. Mais c'est plutôt l'usage en fait que l'on a. Pour l'IA, si on cherche sur l'IA comme on rechercherait sur Google,
là, je pense qu'il y a un problème, ne serait-ce qu'écologique, mais quand c'est bien utilisé, et notamment, bon, je ferai un post sur l'IA, mais en tout cas, la technologie, quand c'est bien utilisé, ça peut être vraiment efficace. Voilà, c'est des outils puissants. Les écrans peuvent apporter accès à la connaissance et à la culture, qu'on avait accès à des livres, mais difficilement, en tout cas à mon époque. Alors que là, donc du coup, c'est beaucoup plus accessible. On a tout ce qui est créativité et apprentissage interactif. L'apprentissage interactif, j'en ai parlé, mais la créativité, si l'enfant voudrait faire un avion en papier, mais il sait pas comment faire, il peut voir un tuto là-dessus et on peut lui enseigner. En fait, on a de l'enseignement en direct, quoi. Ça permet de maintenir le lien social à distance avec parents, grands-parents, famille ou amis. Divertissement sain et partagé, ça c'est très important aussi ce que peuvent apporter ces écrans. Euh, mais par contre, ce qui fait vraiment la différence entre le problème de la technologie et l'apport de la technologie, l'apport des écrans, il faut qu'il y ait une communication ouverte en famille, ça c'est très important, la communication, parce que ça va permettre d'extérioriser ce qui est vécu sur ces écrans. Il faut qu'il y ait des règles claires et co-construites, pas claires et construites unilatéralement. Un partage d'activités, le partage d'activités hors ligne, donc on partage des activités hors le numérique. Et l'exemplarité des parents, qui est très important aussi, parce que forcément, si c'est fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que je fais, ça risque d'être contre-productif. Voilà. Donc là maintenant qu'on y est, eh ben, on peut agir. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment de commencer. Et donc dès aujourd'hui, ben, vous pouvez commencer à créer votre contrat. Voilà, avec engagez-vous dans une co-construction avec votre enfant, d'essayer le jour sans écran. Voilà, un week-end, une fois par mois, peut-être une fois par semaine, à vous de voir, hein, par rapport à, à vos discussions et surtout savourer le moment réel. Voilà, redécouvrez le plaisir des interactions authentiques, des fous rires, des repas partagés, loin des notifications qui popent comme ça, que ça soit en vibration ou en sonnerie. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre, ça m'intéresse, vos avancées par rapport à ça, si vous avez testé des choses, parce que ça peut servir pour toute la communauté, en disant, ben oui, moi j'ai essayé ça, mais ça n'a pas marché sur moi, mais j'ai tenté ça. Et donc l'idée de ma chaîne, c'est vraiment ça, c'est que on s'aide mutuellement et que on progresse ensemble. Voilà, on n'a pas la science infuse. Moi, je n'ai pas la science infuse. J'ai des apports, mais ça ne veut pas dire que je vais pas faire de grosses fautes avec mes enfants. Mais, euh, mais le fait de prendre conscience, de comprendre ce qu'on peut faire et surtout d'être tous ensemble, pour moi, je pense que c'est la clé. Bon, allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt.